Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce soir, nous évoquons la sécurité maritime. Le Togo abrite bientôt un sommet sur le sujet. Un secteur nous intéresse précisément ce soir, la pêche dans nos eaux territoriales, puis le développement lié au phénomène qui mobilise les énergies, la piraterie maritime. Quel impact donc sur l'économie togolaise? La crise au Burundi connaît un nouvel épisode. L'assassinat hier à Bujumbura du général Nshimirimana attise la tension dans le pays. L'homme est considéré comme le bras droit du président Nkurunziza, dont le très contesté troisième mandat est à l'origine de la crise dans ce pays. Enfin, la littérature togolaise, elle s'enrichit d'un nouveau recueil de nouvelles, Face cachée, et bien sur le titre dédicacé ce soir par la jeune togolaise Kokwe Essenam Kwevi. Note de lecture en fin de journal tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir, excellent début de semaine à tous. Ce message au courrier des pères du chef de l'État tout d'abord, un message de félicitations adressé à monsieur Michel Kafando, président de la transition de Burkina Faso. Le Burkina Faso qui s'apprête à commémorer dans l'allégresse le 55e anniversaire de sa fête nationale. Il m'est particulièrement agréable, écrit le président Faure Gnassingbé, de vous adresser les très vives et chaleureuses félicitations du peuple et du gouvernement togolais auquel je joins les miennes propres. Je voudrais saisir cette heureuse opportunité qu'offre ce jour spécial de communion pour votre pays pour exprimer mon vif souhait de voir se renforcer davantage les excellentes relations d'amitié, de solidarité, de coopération et de bon voisinage qui existent entre le Burkina Faso et le Togo. Je demeure, poursuit le président Faure Gnassingbé, par ailleurs persuadé que les discussions entre l'ensemble de la classe politique burkinabé et les efforts inlassables que vous ne cessez de déployer contribueront sans nul doute à la réussite de la transition en cours ainsi qu'à la préservation du climat de paix et de stabilité qu'a toujours connu le Burkina Faso. Voilà en résumé donc ce message du président Faure Gnassingbé à son excellence Michel Kafando, président de la transition du Burkina Faso. Nous l'annoncions en titre. Ce qui concentre donc l'attention dans cette édition ce soir, c'est la sécurité maritime. Le sujet est d'actualité. Les faits dans les eaux territoriales de nos pays sont têtus. Les pirates sont toujours en activité. Et le phénomène devient de plus en plus inquiétant. Ça touche plusieurs secteurs. La pêche, par exemple, le développement de manière globale. On en parle ce soir, mais d'abord cette visite à Nimania, puis à Boudrafort. Le préfet maritime s'est rendu sur place ce matin. Le motif, le compte rendu, c'est avec Ramdan Bassima. La mer, héritage commun, est en péril si rien n'est fait pour arrêter son avancée vers la terre ferme. L'action de l'homme en est pour quelque chose dans l'érosion des côtes et la dégradation de l'environnement marin. Ces actes préjudiciables sont visibles et inquiétants. Nous vivons et nous souffrons de ce phénomène. 20 ans plus tôt, il y avait même des routes internationales. La route nationale numéro 2 passait par la plage. Donc déjà deux routes sont parties dans la mer. Donc nous qui vivons au bord de la mer, nous sommes bien conscients de ce phénomène. Le gouvernement a mis en place une préfecture maritime pour coordonner et surtout veiller à ce que le littoral soit préservé. C'est aussi la raison de la tournée du préfet maritime ici au village de Nimania et à Abodrafo dans les lacs. C'est le même message depuis la semaine dernière. Ce qui se passe ici sur la côte, sur le littoral, nous avons eu à sensibiliser la population. Et devant lui, on a parlé du trafic illicite de carburant, le trafic de drogue, illicite, le trafic de drogue et le trafic de tous ordres, qui sont des éléments qui sont une porte ouverte pour le terrorisme, le brigandage maritime et la piraterie. Déjà, des mesures sont observées par les populations riveraines pour aider le gouvernement dans la protection des côtes. Il y a des interdits. Ces interdits sont rigoureusement respectés à mon niveau ici. C'est-à-dire le sable et le gravier sont interdits. Donc je me réjouis beaucoup que ma population, ils ont très vite compris que c'est ça qui cause l'érosion côtière. Nous avons dû demander l'appui des agents du ministère de l'Environnement qui sont dans le milieu pour surveiller la côte. Donc ces actions ont fait que l'allure que les extracteurs avaient prise au départ a été atténuée, mais nous pensons qu'il faut accentuer encore cette sensibilisation et surtout aller aux sanctions. La coopération et l'action concrète sont désormais encouragées si l'on veut aider les zones marines et lagunaires
à participer à l'équilibre du littoral. On en vient maintenant à la pêche, principale activité des habitants du littoral. Question ce soir, comment peut-on tranquillement pêcher dans nos eaux troublées par des pirates menaçants, dangereux? Pas si sûr. Quel impact donc, quelles conséquences sur l'activité de pêche? Nous posons la question de la sécurité. Des éléments de réponse dans ce dossier de Adolphe Paca. La mer est plus clémente aujourd'hui, mais cette agitation n'entame en rien les activités des pêcheurs. De loin en haute mer, l'on aperçoit le fil des navires. Pour Innocent Amouzou, membre du groupement de pêche d'Ablogamin, la présence de ces bateaux est une situation récente née du phénomène de la piraterie maritime. Et si les côtes togolaises deviennent un refuge pour eux, conclut-il, c'est la preuve de la sécurité qui règne dans l'espace maritime togolais. Maintenant, nous voyons qu'il y a plein de bateaux sur la mer aujourd'hui. S'il n'y a pas la sécurité, je ne suis pas sûr que ces bateaux vont amarrer là-bas pour attendre leur tour d'être déchargés au quai. En novembre prochain, le Togo accueillera la conférence internationale sur la sécurité maritime. Un événement attendu et très apprécié au sein de la corporation des pêcheurs. Il vient faire la conférence de la côte de la plage pour garder la sécurité. Bon, c'est bon pour nous. Bienvenue pour que le gouvernement ait pris en charge d'organiser cette conférence en novembre prochain. Ils espèrent alors en cette rencontre qu'elles prennent vivement en compte leurs préoccupations car sans sécurité, disent-ils, pas d'activité. Le soir à 17h comme ça ou bien à 16h, on rentre. Et les bandits reviennent la nuit pour couper notre filet, voler notre corde, partir. Tout ça là, la dépense pour nous. Les bandits viennent voler nos outils de travail. Il y a des moments où nous-mêmes, nous venons la nuit pour monter la sécurité. Mais c'est difficile pour nous de le faire. La sécurité maritime doit considérer aussi notre cas. La sécurité s'il y a la sécurité, ça nous aidera aussi dans nos activités et nous aurons la quiétude de la nuit. Cette activité, c'est tout ce que nous avons pour survivre. Cette conférence nous apporte encore plus. Ça va nous donner envie, encore plus, de faire nos activités. Comme on le constate, lorsque les eaux du golfe de Guinée sont menacées, c'est toute la chaîne de production des activités maritimes qui est affectée. Ici, les pêcheurs qui longtemps supportaient silencieusement ces peines sont mobilisés à soutenir toute initiative du gouvernement dans la lutte contre ce phénomène de crise maritime. Et sous l'angle du développement de façon globale, la sécurité maritime, ou plutôt l'insécurité dans nos eaux territoriales, quelles conséquences pour le port autonome de Lomé, pour les bateaux qui accostent, pour les investisseurs, pour l'économie tout court. On revient sur le sujet dans un instant. Le temps a d'évoquer cette rencontre du ministre de la Santé, des chefs de service au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, une réunion technique qui fait office de prise de contact du nouveau ministre avec les différents services de son département. Le compte rendu, Sylvain Aboudou. Cette première rencontre d'échange entre le ministre de la Santé et de la Protection sociale et les premiers responsables du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio est une prise de contact destinée à s'enquérir des réalités qui caractérisent la vie au quotidien dans les différentes structures sanitaires en vue d'envisager des stratégies et actions appropriées pour améliorer les conditions de travail dans ces centres. Les contraintes principales sont un déficit, une dette cumulée de gestion qui est relativement importante et qui fait que souvent le renouvellement des intrants avec les fournisseurs est relativement difficile.
Bon, il y a aussi des contraintes en ressources humaines, il y a des contraintes, comme dans tous les hôpitaux, il faut renouveler les équipements. Donc il y a des contraintes dans ce domaine. Et puis il y a aussi parfois certaines contraintes d'espace. Après avoir suivi avec intérêt le tableau récapitulatif des problèmes prioritaires recensés et écouté les préoccupations des uns des autres, le ministre de la Santé rassure. Le gros débat probablement se trouve dans les remèdes à trouver au système de gestion en vigueur et peut-être s'inspirer d'autres modèles et réfléchir ensemble pour trouver d'autres pistes d'une meilleure gestion. Probablement qu'en réfléchissant ensemble et en échangeant, nous allons trouver des pistes qui pourront rendre meilleures nos performances. S'en est suivi une visite guidée. Le ministre a sillonné des services clés, entre autres, les services d'urgence de consultation chirurgicale en pleine réhabilitation et le laboratoire de la microbiologie. Il a appelé tous les acteurs à respecter certaines dispositions pratiques de base, notamment l'assainissement régulier des locaux ainsi que l'adoption d'un mécanisme innovant de gestion pour le bon fonctionnement de ces structures. Autre sujet évoqué maintenant, l'entrepreneuriat. 100 jeunes filles, elles sont togolaises, elles sont béninoises, elles sont en séance de formation depuis ce matin sur la création et la gestion de leur propre emploi. Les précisions, Emmanuel Adjaglo, Komo Boyandé. La question de l'autonomie financière des femmes est partagée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui, à travers cette session axée sur les techniques de création et de gestion de l'emploi, veut assurer une autonomie financière des femmes togolaises et béninoises, et ce, par le biais de l'entrepreneuriat. Pour les États-Unis, il s'agit d'amener ces femmes à contribuer plus efficacement à la réalisation du volet économique des objectifs du millénaire pour le développement. C'est la politique, la politique des États-Unis aussi d'encourager l'autodétermination et le développement économique de la femme qui représente au moins 50% de la population des pays africains. Dans ce cas, on parle du Togo et du Bénin. Et leur donner un coup de pouce, si vous voulez, encore des opportunités qui sont souvent, elles sont privées souvent de ces opportunités. Les femmes, c'est des entrepreneurs extraordinaires et elles vont contribuer aussi à leur communauté, à leur famille et au développement du pays en général. Des structures existent pour un soutien technique et financier à toute initiative fiable. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes en est une référence. Le FAEJ, qui est un dispositif d'appui technique et financier, sera présent aux côtés des 60 jeunes filles qui sont togolaises pour accompagner donc ces jeunes gens à la mise en œuvre de leur projet d'entreprise. Et c'est le lieu de dire que c'est un crédit, donc c'est un processus sélectif et seuls les projets bancables qui ont une rentabilité certaine seront accompagnés. Cette démarche de l'ambassade des USA au Togo est un soutien aux efforts des autorités du Togo et du Bénin dans leur combat contre le chômage et le sous-emploi. 100 jeunes filles, dont 60 togolaises, prennent part à cette session de formation. Et on vient de les voir, toutes ces femmes, ces jeunes filles. Il y a cette catégorie de jeunes filles qui retient notre attention ce soir. Les jeunes filles ou les femmes en situation de handicap. Comment font-elles pour s'assurer, elles, une certaine autonomie financière? La situation interpelle à l'heure où on évoque de plus en plus l'autonomisation de la femme. Des éléments de réponse et des secours. Handicapées, mais responsables et dignes d'elles-mêmes. Ces femmes en situation de handicap luttent pour leur mieux-être et caressent le rêve de leur autonomie. Kwevi Adako Victoire, elle-même handicapée, a créé l'association des femmes handicapées, vaillantes et battantes du Togo il y a bientôt 5 ans. Pour cette femme débordante d'énergie, son handicap fait partie intégrante de son existence. Et je ne suis pas née handicapée. Je me suis réveillée un matin, comme ça, j'étais pas malade, je n'avais pas la fièvre et je ne sentais plus mes pieds et c'est parti pour Togo.
C'était difficile, mais après j'ai essayé de forcer, surmonter. Le but de notre association est d'œuvrer à l'épanouissement socio-économique et culturel de la femme handicapée dans un contexte participatif. Elles sont aujourd'hui une quarantaine de femmes à se serrer les coudes et à partager ensemble leur savoir. L'association leur propose plusieurs ateliers d'activités génératrices de revenus. L'association nous a fait un prêt de crédit à 50 000 francs. Après, on paie et grâce à ça, je vends la boisson locale, Sodabi. Et il y a la nourriture aussi, la sauce à côté. Et puis, je vends des ablonnés aussi, des habits, jupes pour les femmes. Je suis commerçante, je vais dans les marchés d'Agbelouvé, de Kati, de Lili et d'Aveta. Je vends généralement les fruits et les produits agricoles. Le commerce me permet de nourrir ma petite famille et c'est grâce à notre association. Être indépendante financièrement et dominer leur situation, c'est la chose la mieux partagée ici. Le regard des autres sur leur situation ne doit outre mesure les ébranler, même si c'est difficile à accepter. La dignité ne s'achète pas selon ces femmes qui ne veulent pour rien au monde la perdre. Moi-même, je vends du gingembre au miel. La femme doit être digne. Elle doit se battre pour s'épanouir. C'est très bon pour une femme handicapée de travailler au lieu de commander au bord de la route. Quand une femme handicapée arrive à travailler et elle est indépendante d'elle-même, elle sera plus soulagée. En espérant un appui des pouvoirs publics pour accroître leur chiffre d'affaires, il ne leur reste que leur courage pour faire prospérer leurs différentes activités et faire oublier leurs différences. À l'étranger, en plus bref, d'abord au Mali, un camp de l'armée a été attaqué tôt ce matin dans la région de Tombouctou. Selon dit matin, des djihadistes présumés s'en sont pris au Gourma Raous, le nom du camp situé dans le nord du pays. Le bilan serait de 10 soldats maliens tués. Au Burundi, l'assassinat du général Nshimiri Mana attise l'inquiétude dans le pays, considéré comme le numéro 2 du régime. Avec sa mort, eh bien, c'est le cœur de l'appareil sécuritaire qui a été ainsi touché. Les précisions dans ce reportage à suivre. Un calme précaire règne sur Bujumbura, la capitale burundaise, au lendemain de l'assassinat du général Adolphe Nshimirimana, bras droit du président burundais Pierre Nkurunziza et chef de la sécurité intérieure. Il a été victime d'une attaque à la roquette dimanche. La disparition du chef des services de sécurité burundais intervient une semaine après la proclamation de la victoire à la présidentielle du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat dénoncé par l'opposition, la société civile et plusieurs pays occidentaux. Le mouvement de contestation contre un troisième mandat du président Nkurunziza a été violemment reprimé. Une répression attribuée à ce numéro 2 du régime qui vient d'être assassiné. Les violences ont fait une centaine de morts, des blessés et poussé quelques 170 000 personnes, selon l'ONU, à fuir dans les pays voisins. Les meurtriers du général Adolphe Nshimirimana n'ont pas été identifiés. Certains de ses partisans au sein de l'armée crient déjà vengeance. L'opposition craint des représailles. Dans toutes les réactions, la crainte est la même, celle d'un nouvel embrasement. L'Union africaine condamne ce acte qu'elle qualifie de barbare et susceptible de déstabiliser un peu plus le Burundi, qui est déjà dans une situation fragile, et lance un appel au dialogue. La liberté pour des otages de l'ex-Boko Haram, des enfants pour la plupart, des femmes aussi, qui ont été libérées par la secte islamiste. Ça se passe au Nigeria, suivant le sujet. C'était il y a 3 mois, tout juste. L'armée nigériane prend en chasse des membres de Boko Haram. Pendant ce temps, des centaines de femmes et d'enfants s'échappent en courant. Les voici quelques jours plus tard, à leur arrivée dans un camp de déplacés, à Yola. L'armée affirme alors avoir libéré plus de 700 personnes retenues par la secte islamiste Boko Haram dans l'un de ses fiefs de la forêt de Sambisa. Dimanche, l'armée nigériane annonce avoir libéré 178 autres otages, avec parmi eux plus de 100 enfants.
Un commandant de Boko Haram aurait aussi été capturé. On ne sait pas pour l'instant quand l'opération a eu lieu, mais elle se serait déroulée vers Olari, toujours dans le nord-est du pays, à 70 km au sud de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno. Cette libération apparaît comme une victoire pour l'armée nigériane. Mais Boko Haram ne montre pas de signe de faiblesse, bien au contraire. La secte islamiste frappe désormais aussi dans les pays voisins. Ces dernières semaines, plusieurs attaques suicides ont été menées au Cameroun et au Tchad, deux des pays qui participeront à une force d'intervention conjointe contre Boko Haram. Le Niger et le Bénin se sont aussi engagés à collaborer. Le président béninois a promis d'envoyer 800 soldats. Je remercie Monsieur le Président de voir en nous des voisins proches et d'accepter de lui-même de participer au déploiement de troupes autour du lac Tchad afin que les terroristes de Boko Haram n'étendent pas leurs menaces. Ce déploiement devait avoir lieu le 30 juillet, mais des problèmes de financement retardent sa mise en place. Section maintenant à Malabo pour ce sommet consacré justement au terrorisme, aux activités de Boko Haram, du terrorisme tout court. Ça se passe à Malabo, en Guinée équatoriale. Voici le compte rendu. Et la CEDEAO pour un avenir commun. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui compte environ 300 millions d'habitants, et la CEEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, près de 145 millions d'habitants, convergent vers un rapprochement. Le voisinage géographique est un élément important qu'il faut prendre en compte. Et la langue ne devrait plus être une barrière pour empêcher qu'on se retrouve aujourd'hui à la police, que le Nigeria a déjà décidé que le français soit une deuxième langue nationale, une langue officielle du Nigeria. Donc oui, c'est l'occasion idoine pour que ces États se retrouvent effectivement. Même si la langue n'est plus une barrière pour les rencontres, quelques problématiques sur les systèmes économiques des deux communautés se posent toujours, avec en première ligne le questionnement de l'intégration économique. On a affaire à des zones qui ont des systèmes économiques et monétaires assez différents. Si on prend le cas par exemple du franc CFA, le franc CFA des pays ouest-africains, donc CEDEAO, BCAO, n'est pas utilisé dans les pays CEAC, CEMAC et inversement. Donc il y a sans doute pas mal de questions stratégiques concernant l'économie et la défense, enfin l'intégration économique et le soutien militaire, qui nécessitent un rapprochement entre les deux organisations régionales. Les représentants de la CEEAC et de la CEDEAO se rencontrent en effet ce lundi 3 août à Malabo, en Guinée équatoriale. Un sommet régional qui aura pour objectif de trouver une stratégie commune pour lutter contre le terrorisme. Autre forme de terrorisme, la piraterie. Nous évoquions le sujet en début de journal avec la sécurité maritime. Vue maintenant sous l'angle du développement de façon globale. La sécurité dans nos eaux, quelles conséquences pour le port autonome de l'eau, mais par exemple pour les bateaux qui accostent, pour les investisseurs, l'économie tout court. Eh bien voilà, ce soir, ainsi concerne le Togo, notre pays, ce qui est fait. Je précise qu'aujourd'hui, le Togo est considéré comme un hub sous-régional dans le domaine portuaire, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Prudence Zissou. Le Togo n'a plus enregistré d'actes majeurs liés à la piraterie maritime sur ses côtes ces derniers mois. Un résultat qui, en même temps qu'il rassure, appelle toutefois au maintien de la vigilance. Le pays a entrepris ces dernières années des actions d'envergure pour lutter contre la criminalité en mer. L'effectivité de la sécurité maritime nécessite donc la prise en compte de certains facteurs déterminants, notamment la sécurité d'un navire, de la navigation et l'amélioration des trafics par la mer. Des actions qui permettent d'attirer plus d'investisseurs vers le pays et impactent positivement l'économie nationale. Nous aurons une visibilité beaucoup plus importante au niveau et sur le plan international, et cela a un impact très important dans l'attraction des investissements. Les gens qui voudraient commercialiser avec la région ouest africaine vont préférer passer par le Togo parce que le Togo est un pays sûr. Et avec la sécurité maritime, c'est que même les pays qui ont déjà des ports vont préférer
avoir leurs produits à partir du port de Lomé. Parce que c'est un port sûr. Si vous avez les pirates au Ghana, les commerçants ghanéens vont préférer le Togo parce qu'ils savent que leurs marchandises arrivent beaucoup plus en sécurité à partir du port de Lomé. À partir du moment où les investisseurs s'installent dans le pays, ils sont obligés de développer des activités. Et ces activités ont besoin de ressources humaines. Et ces ressources humaines, c'est les Togolais. Et ces Togolais, c'est les jeunes qui ont été formés dans nos universités, dans nos écoles. Donc ça permettra à ces jeunes de pouvoir s'insérer réellement dans ces activités et de permettre d'avoir des revenus décents pour pouvoir bien vivre. La mise en place d'infrastructures adéquates constitue un élément important pour relever le défi de la sécurité maritime. D'importants investissements ont été consentis par le Togo pour être un pôle permanent d'attraction dans la sous-région. D'ailleurs, le pays se prépare à abriter en novembre prochain un sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement. Un rendez-vous qui va aboutir à la définition d'une stratégie commune de lutte contre l'insécurité maritime en Afrique et promouvoir l'économie bleue. Un concept qui valorise la richesse bleue du continent dans la perspective de son exploitation saine et optimale au service du développement économique et social. La mer est vraiment le vecteur de la mondialisation parce que 90% des échanges commerciaux se déroulent avec la mer. On part de la ressource mer, c'est-à-dire océan, pour pouvoir développer le pays. C'est d'identifier toutes les ressources qui sont issues de cette mer-là, c'est-à-dire de cette disposition naturelle, de sorte à ce que nous puissions dynamiser l'économie, nous puissions faire en sorte que les infrastructures de la mer soient beaucoup plus viables et permettent réellement à l'économie de se développer. Il faudra que le Togo montre réellement que les investissements qui ont été réalisés sur les 10 dernières années, qui ont été concentrés dans le port autonome de Lomé, on peut en citer quelques-uns, la construction du 3e quai, la DARS et toutes les infrastructures qui ont été opérées. Cette conférence devra permettre de montrer au monde entier que le Togo se distingue. Plusieurs secteurs seront sollicités lors du sommet de Lomé. Il s'agit notamment du tourisme, de l'hôtellerie, des transports. Les enjeux de la conférence sont de taille puisqu'elle va déboucher sur l'adoption d'une charte qui sera soumise au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et on va refermer cette édition sur une note de littérature. Le genre, c'est un réussi cette fin de soirée de recueil de nouvelles. Son titre, Face cachée, premier recueil de nouvelles de la jeune Togolaise Kokwe Esselam Kwevi, qui n'est pas son premier coup d'essai. L'ouvrage a été donc dédicacé ce soir, vous disais-je tout à l'heure. Sonia Melipo avec Adolphe Paka. Face cachée, le tout premier recueil de nouvelles de la jeune écrivaine togolaise Esselam Kokwe Kwevi, après son premier roman Myriam ou la Rose Noire en 2010. C'est un recueil structuré en 5 parties et qui évoque les problèmes existentiels de la vie, tels la peur, l'amour, la trahison. L'auteur présente dans cet ouvrage la face cachée de l'homme, ses traditions séculaires, bref les scènes de la vie de tous les jours. Elle a réussi également à montrer le vrai visage de la femme. C'est l'existence humaine qui m'a motivée à écrire Face cachée. Parce que dans la vie de tous les jours, on est confronté à des situations. On se retrouve face à des personnes. Et on ne sait pas vraiment ce qui motive ces personnes à réagir de telle manière ou d'une autre manière. Donc il y a tout cela qui m'a motivée. Les décès inexpliqués, les pratiques traditionnelles qui persistent et qu'on n'arrive pas à expliquer, la vie de couple qui semble toujours demeurer un mystère. Au-delà d'une simple histoire, c'est une réalité vivante qui retient l'attention du lecteur. J'ai beaucoup apprécié la beauté de son style et je n'ai pas hésité à l'acheter pour 2 raisons. Parce que je me ferais beaucoup de plaisir à dévorer cet ouvrage. Et la deuxième raison qui m'a motivé à l'acheter, c'est pour l'offrir à ma fille, pour l'inspirer et lui faire comprendre à travers cet ouvrage que la femme doit être entreprenante et doit se battre pour réussir dans la vie. Dans un jeu d'écriture, Esselam a su raconter au présent toute l'histoire, ce qui la rend plus vivante,
plus réelle et plus touchante et met le lecteur dans une connivence plus forte avec les personnages et le récit. Et voilà qui met fin à cette édition du soir. Avant de nous séparer, voici donc ce communiqué du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Un concours d'entrée au cycle de technicien agricole et au cycle de technicien supérieur agricole à l'Institut national de formation agricole, INFA de Tové, est ouvert le 22-23 septembre 2015 dans les centres suivants: centre de Lomé, lycée d'enseignement technique et professionnel à Adido Gomé, centre de Kara, centre régional d'enseignement technique et de formation professionnelle. Et pour être candidat, eh bien, vous pourriez consulter les conditions à remplir dans le quotidien national Togo Presse. Votre soirée sur la télévision togolaise. Cléo Sabine Poko dans un instant pour la météo et les prévisions. 21h, soirée sport avec le magazine Tous les sports. 22h30, nos dernières infos. Isidore Koubatine. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Malabo, en Guinée équatoriale, sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée.